Regardez bien sous le capot de votre voiture ce soir, parce qu'il y a peut-être une chance sur 3 pour que le bloc qui s'y cache figure sur cette liste. 9 moteurs. 9 blocs vendus par millions à travers toute l'Europe. Et en 2026, ils continuent de casser, de serrer, de s'arrêter net sur la voie de gauche, souvent bien avant les 100 000 km. Je le sais parce que j'ai payé pour l'apprendre. 5 000 € de facture pour un moteur qui n'aurait jamais dû mourir. Ce que je vais vous raconter, un vieux mécanicien à la retraite me l'a expliqué dans son garage, et ça a changé ma façon de regarder chaque voiture depuis. Restez avec moi, parce qu'il y a un document, publié en 2024, que les constructeurs auraient préféré que vous ne lisiez jamais. Et quel que soit le véhicule garé devant chez vous, vous pourrez vérifier ce soir même avec un simple papier que vous avez déjà dans votre boîte à gants. Laissez-moi commencer par le moteur qui m'a coûté le plus cher, et de loin. C'était la voiture de mon beau-frère. Une petite berline, achetée neuve, entretenue chez le concessionnaire, jamais malmenée. 92 000 km au compteur. Un matin d'hiver, un léger sifflement au démarrage. Rien d'alarmant, du moins c'est ce qu'on croyait. 3 jours plus tard, sur la nationale, le voyant d'huile s'allume, un bruit sourd monte du moteur, et en moins de 2 minutes, tout est fini. Bloc mort, ferraille. La facture pour un moteur reconditionné dépassait les 5 000 €, presque la moitié de la valeur de la voiture. Et quand je suis allé voir Marcel, ce mécano qui répare des moteurs depuis les années 70, il n'a même pas eu besoin de regarder. Il a juste demandé « C'est un PureTech, le petit 1,2 litre essence ?» J'ai dit oui. Il a soupiré « Encore un ». Ce moteur-là, c'est le 1,2 litre PureTech, fabriqué par le groupe qui rassemble Peugeot, Citroën, Opel, DS et quelques autres. Il est sorti en 2014. Sur le papier, c'était une merveille. 3 cylindres, petit, léger, économe, primé moteur de l'année, plusieurs fois de suite. On l'a mis absolument partout. Dans les Peugeot 208, 308, 2008, dans les Citroën C3, C4, dans les Opel Corsa et Moka. Des millions d'exemplaires roulent en France aujourd'hui. Vous en croisez des dizaines chaque jour sans le savoir. Alors, où est le problème ? Il tient dans une seule pièce, et c'est là que Marcel m'a ouvert les yeux. Sur ce moteur, la courroie de distribution, la pièce qui synchronise tout le cœur mécanique, n'est pas montée à sec comme sur les moteurs d'avant. Elle est plongée dans l'huile. On appelle ça une courroie humide. L'idée, c'était de réduire les frottements de quelques miettes. Mais avec le temps, cette courroie baignée dans l'huile se décompose. Elle relâche des petits morceaux de caoutchouc, des particules fines, qui partent dans le circuit et viennent boucher la crépine, ce petit filtre qui alimente la pompe à huile. Et le jour où la pompe n'aspire plus assez d'huile, la pression chute, les pièces frottent à sec, et le moteur se détruit lui-même en quelques secondes. C'est exactement ce sifflement qu'on avait entendu 3 jours avant. C'était la courroie qui agonisait, et personne ne nous avait dit que ce bruit-là était une condamnation à mort. Voilà ce qui me met en colère. Ce n'est pas un accident rare. C'est un défaut connu, documenté, répété des milliers de fois sur les forums d'automobilistes depuis presque 10 ans. Et pourtant, on a continué à vendre ce moteur année après année. Mais si vous croyez que ce moteur est un cas isolé, accrochez-vous, parce que le suivant a été fabriqué en partie par une marque qu'on associe pourtant à la fiabilité. Ce deuxième bloc, c'est le 1,6 litre THP, aussi appelé le moteur Prince. Et voilà ce qui est fascinant. Il n'a pas été conçu seulement par Peugeot et Citroën. Il est né d'une collaboration avec BMW, à partir de 2006. 2 grands noms, un moteur essence turbo, monté dans une foule de voitures, les Peugeot 308, 5008, les Citroën C4, DS, les Mini, et beaucoup de Mini justement, parce que BMW l'utilisait chez elle aussi. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, avec 2 constructeurs pareils, ce moteur doit être une forteresse. Erreur. Marcel en a vu défiler dans son atelier plus qu'il ne pouvait en compter. Le talon d'Achille, ici, c'est la chaîne de distribution. En théorie, une chaîne, c'est plus solide qu'une courroie, ça doit durer la vie du moteur. Sauf que sur ce bloc,
La chaîne se distend prématurément, le tendeur lâche, et si elle saute, ce sont les soupapes qui percutent les pistons. À ce moment-là, le moteur est bon pour la casse. Ajoutez à ça une consommation d'huile anormale, parfois 1 litre tous les 1000 km, et un encrassement massif des soupapes d'admission, parce que ce type d'injection directe laisse s'accumuler la calamine comme du goudron dans une cheminée. J'ai vu des photos de soupapes tellement encrassées qu'on aurait dit qu'elles n'avaient jamais respiré. Le pire, c'est le calendrier. Beaucoup de ces pannes surviennent entre 80 000 et 130 000 km. Autrement dit, juste après la fin de la garantie. Juste au moment où c'est vous qui payez et plus le constructeur. Vous voyez le motif se dessiner ? Moi, à ce stade de l'histoire, j'ai commencé à me poser une question que je n'osais pas formuler, et si ce n'était pas de la malchance ? Parce que le 3e moteur de ma liste va vous faire comprendre que ce n'est pas une marque, ni deux, mais toute une époque de la construction automobile qui est en cause. Ce 3e bloc, c'est le 1,2 litre TCE de Renault, dans sa génération lancée autour de 2012. Encore un petit 3 cylindres turbo-essence, monté dans les Clio, les Captur, les Mégane, les Scénic, et aussi chez Dacia et Nissan, parce que ces groupes partagent leurs moteurs. Le problème ici, c'est une surconsommation d'huile qui peut vider le moteur sans que le conducteur s'en aperçoive. Le niveau baisse, baisse encore, et un jour le moteur tourne presque à sec. Le segment des pistons se grippe, le turbo, mal alimenté en huile, rend l'âme. Et comme beaucoup de gens ne vérifient plus la jauge, parce qu'on leur a répété que les voitures modernes n'en ont plus besoin, ils roulent droit vers la catastrophe sans le moindre avertissement. Vous remarquez le point commun entre ces 3 moteurs ? Ils sont tous petits, tous suralimentés par un turbo, tous sortis dans la même fenêtre, entre 2006 et 2015. Et c'est là que Marcel a posé son chiffon, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit la phrase qui a tout éclairé. Ces moteurs-là, on ne les a pas conçus pour toi. On les a conçus pour un chiffre sur une feuille. Ce chiffre, c'est le taux d'émission de dioxyde de carbone. À partir de la fin des années 2000, les normes européennes se sont durcies à une vitesse folle. La norme Euro 5 en 2009, puis Euro 6 en 2014, et surtout un objectif fixé aux constructeurs, descendre la moyenne de leurs ventes à 95 grammes de dioxyde de carbone au kilomètre. Chaque gramme au-dessus, c'était une amende colossale. Alors les ingénieurs ont reçu un ordre simple. Réduire, réduire, réduire. On a appelé ça le downsizing. On a pris de gros moteurs fiables et tranquilles et on les a remplacés par de tout petits blocs gavés par un turbo, poussés pour donner la puissance d'un moteur 2 fois plus gros. Sur le banc d'essai, dans les conditions du laboratoire, les chiffres étaient magnifiques. Sur la route, dans la vraie vie, avec la chaleur, les bouchons, les démarrages à froid, ces moteurs souffraient, et ils cassaient. Voilà le vrai visage du problème. Ce ne sont pas des accidents, c'est le résultat d'un choix. Sacrifier la robustesse pour gagner quelques grammes sur une fiche officielle. Et qui paie l'addition, au bout du compte ? Vous, toujours vous. Mais je vous entends déjà penser. Tout ça, c'est bien beau. Mais moi, je n'y connais rien en mécanique. Et ma voiture, je ne sais même pas quel moteur elle a. Justement, ce que je vais vous montrer maintenant est fait pour vous. Exactement pour vous. Et ça ne vous coûtera pas 1 centime. Prenez votre certificat d'immatriculation, ce qu'on appelle encore la carte grise. Vous l'avez sous la main, dans un tiroir ou dans la boîte à gants. Regardez la ligne repérée par la lettre P.3. C'est là qu'apparaît le type ou le code moteur de votre véhicule. Parfois, c'est aussi indiqué à la ligne D.2. Ce code, c'est la carte d'identité de votre bloc. Vous le notez, vous le tapez dans un moteur de recherche avec le mot « problème » ou « fiabilité » et en quelques minutes, vous saurez si votre moteur fait partie des familles à risque dont je parle depuis le début. Ça ne demande aucun outil, aucun garagiste, aucune dépense. Juste un papier et 5 minutes de votre temps ce soir. Ensuite, faites quelque chose que ma génération faisait naturellement et que la vôtre a oublié. Ouvrez le capot et vérifiez le niveau d'huile. Moteur froid, voiture à plat,
vous sortez la jauge, vous l'essuyez avec un chiffon, vous la replongez et vous regardez. Le niveau doit se situer entre les deux repères. S'il est bas, s'il baisse entre deux vérifications, méfiez-vous. Sur ces petits moteurs turbo, une consommation d'huile qui grimpe, c'est le premier signal du danger. Faites-le une fois par mois. Ça prend 2 minutes. Et ces 2 minutes-là peuvent vous éviter 5 000 € de facture, comme celle que j'ai vue de mes yeux. Et si vous entendez un sifflement fin, aigu, qui n'était pas là avant, surtout au démarrage à froid, ne le prenez pas à la légère. Sur les moteurs à courroie humide, ce sifflement peut être le tout dernier avertissement avant la fin. Ne roulez pas. Faites-le examiner tout de suite. J'aurais tellement aimé qu'on nous dise ça, 3 jours avant, sur cette petite berline. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être mécanicien. Vous avez juste besoin de savoir où regarder. Et ça, on ne vous l'a jamais expliqué, parce que quelqu'un avait intérêt à ce que vous restiez dans l'ignorance. Avant qu'on retourne à cette liste de 9 moteurs, laissez-moi vous arrêter une seconde, parce que ce que vous venez d'apprendre ne sert à rien si vous l'oubliez dès demain matin. Ce soir, vous allez ouvrir votre boîte à gants, sortir la carte grise et chercher ce code moteur à la ligne P.3, mais dites-moi honnêtement, quand vous irez acheter votre prochain bidon d'huile, saurez-vous vraiment lire l'étiquette ou allez-vous encore faire confiance au vendeur ? C'est exactement pour ce moment-là qu'existe le pack garage intelligent. Dans le volume 1, Fondamentaux, vous apprenez à lire une étiquette d'huile comme un pro en 2 minutes et à décoder le label full synthétique avant d'acheter, et dans le volume 2, Mécano avancé, vous avez le cadre PNPD et la méthode pour décoder un bidon d'huile en 90 secondes, comme les mécaniciens. Avec la collection complète, vous avez en plus les templates prêts à l'emploi pour votre prochaine facture et des scripts de négociation pour ne plus jamais payer le double à votre garagiste. Et vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Ce soir même, prenez le bidon d'huile de votre garage et regardez la mention API ou ACEA sur l'étiquette, et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est la preuve que vous payez peut-être depuis des années sans le savoir. Le moyen le plus rapide d'obtenir les livres, c'est de scanner le code QR là sur votre écran ou d'aller au lien dans la description ou aux commentaires épinglés. Votre prochaine vidange arrive de toute façon, dans 1 mois ou dans 10 000 kilomètres, et chaque fois que vous achetez sans savoir lire l'étiquette, c'est de l'argent qui part pour de bon. Et avec le satisfait ou remboursé sous 7 jours, vous ne prenez aucun risque à vérifier par vous-même. Maintenant, revenons à notre liste, parce qu'on n'a vu que 3 moteurs, et j'avais promis 9. Les suivants viennent de marques qu'on croit au-dessus de tout soupçon, et c'est ça le plus troublant. Le 4e, c'est le 1 litre EcoBoost de Ford, encore un tout petit 3 cylindres turbo, encore couvert de récompenses à sa sortie en 2012, encore vendu comme un miracle de sobriété. Il équipe les Fiesta, les Focus, les Puma. Et là aussi, on retrouve cette fameuse courroie de distribution baignée dans l'huile, avec exactement les mêmes conséquences. Décomposition, particules, pompe à huile étouffée, moteur détruit. Mais ce moteur a une deuxième maladie, plus sournoise encore, un problème de circuit de refroidissement. Sur certaines versions, un boîtier mal conçu laissait le liquide s'échapper ou le moteur surchauffer, avec des risques d'incendie qui ont mené à des campagnes de rappel massives. Un moteur primé qui pouvait prendre feu. Voilà où nous a mené la course aux petits chiffres. Le 5e, préparez-vous, parce qu'il porte le blason d'une marque allemande réputée increvable. C'est le 2 litres diesel de BMW, connu sous le nom de code N47, produit entre 2007 et 2014 environ. Un excellent moteur à conduire, souple, puissant, sauf pour un détail que les ingénieurs ont placé au pire endroit possible. Sa chaîne de distribution est montée à l'arrière du moteur, côté boîte de vitesse. Sur les moteurs bien conçus, on la met à l'avant, pour pouvoir y accéder facilement. Là, non. Et cette chaîne se distend, s'use, finit par sauter, généralement entre 100 000 et 150 000 km. Quand elle lâche, non seulement le moteur casse, mais pour le réparer, il faut souvent le sortir entièrement de la voiture,
parce qu'on ne peut pas atteindre la chaîne autrement. La facture explose. Des propriétaires de BMW, des gens qui avaient acheté du haut de gamme précisément pour être tranquilles, se sont retrouvés avec des devis à 7 ou 8 000 euros, sur une marque premium. Ça m'a achevé quand Marcel me l'a raconté. Le 6e moteur nous ramène en Allemagne, chez le plus gros constructeur du continent. C'est le 1 litre 4 TSI du groupe Volkswagen, dans sa génération lancée à la fin des années 2000. Un moteur essence à la fois turbo et compresseur sur certaines versions, monté dans les Golf, Polo, Audi A1, A3, les Seat, les Skoda. Sa faiblesse, encore une fois, c'est la chaîne de distribution et son tendeur, qui pouvait sauter d'une dent et détruire le moteur. Et là aussi, une consommation d'huile parfois délirante, avec des segments de piston qui se cassaient. Le même mal, les mêmes causes, la même génération. Le motif se répète avec une régularité qui donne le vertige. Le 7e, restons chez Volkswagen, parce qu'on ne peut pas en parler sans évoquer le 2 litres TDI de la famille EA189. Ce moteur-là est entré dans l'histoire pour une autre raison. En 2015, c'est celui du scandale des tests d'émissions truqués, qui a touché près de 11 millions de véhicules dans le monde. Un logiciel détectait quand la voiture passait un contrôle et bridait la pollution pour tromper l'examen. Mais au-delà de la fraude, ces moteurs ont accumulé les ennuis mécaniques. Vannes de recirculation des gaz qui s'encrassent, filtres à particules qui se bouchent, pompes à huile et arbres d'équilibrage qui lâchent. Un moteur vendu comme propre, qui ne l'était pas, est fragile par-dessus le marché. Et j'en arrive au 8e et au 9e, 2 moteurs diesel qu'on a mis dans des millions de voitures françaises et que vous connaissez forcément, même sans le savoir. Le 8e, c'est le 1 litre 5 DCI de Renault, le fameux K9K, le diesel le plus répandu de France, présent dans presque toutes les Clio, Mégane, Kangoo et partagé avec Nissan et Dacia depuis le début des années 2000. Ce moteur peut être robuste, mais il a un point faible célèbre, ses injecteurs. Quand il fatigue, il renvoie trop de carburant, l'huile se dilue avec le gasoil, le niveau monte au lieu de baisser, et le moteur peut s'emballer tout seul, tourner de plus en plus vite, sans qu'on puisse l'arrêter, jusqu'à la casse. Un moteur qui s'emballe, c'est terrifiant à vivre, et beaucoup de conducteurs ne savent même pas que ça existe. Le 9e, c'est le 1 litre 6 DCI, appelé R9M, développé conjointement par Renault, Nissan et Mercedes, monté à partir de 2011 dans les Mégane, Scénic, Kadjar, Qashqai et même certaines Mercedes classe A. Son défaut, c'est une surconsommation d'huile liée au turbo et au circuit de recyclage, qui peut là aussi conduire à l'emballement et à la destruction du moteur. Encore un diesel moderne, encore bridé pour les normes, encore fragile là où les anciens moteurs étaient indestructibles. 9 moteurs, 1 litre 2 PureTech, 1 litre 6 THP, 1 litre 2 TCE Renault, 1 litre EcoBoost, 2 litres diesel BMW N47, 1 litre 4 TSI, 2 litres TDI EA 189, 1 litre 5 DCI, 1 litre 6 DCI. Regardez cette liste. 5 marques différentes, 3 pays, essence et diesel. Et pourtant, la même histoire, encore et encore. Des petits moteurs poussés au maximum, sacrifiés sur l'autel des chiffres, qui rendent l'âme juste après la garantie. Mais je vous ai promis un document, et je vous ai promis un secret. Le voilà, et c'est le moment le plus important de toute cette vidéo. Ne partez pas maintenant, parce que c'est ce qui suit qui va vous permettre concrètement de sauver votre moteur. Commençons par le document. En 2024, sous la pression des associations de consommateurs, notamment après les enquêtes publiées par le magazine 60 millions de consommateurs et les milliers de témoignages accumulés sur les forums d'automobilistes, le groupe Stellantis, celui qui fabrique le fameux PureTech, a fini par céder. Il a discrètement étendu la garantie liée à ce défaut de courroie jusqu'à 10 ans ou 175 000 km. Réfléchissez à ce que ça veut dire. On n'étend pas une garantie pendant 10 ans sur un simple caprice de quelques clients mécontents. On le fait quand on sait,
en interne, que le défaut est réel, massif, et qu'on ne peut plus le cacher. Ce geste, présenté comme un cadeau commercial, était en réalité un aveu, et ce qui me révolte, c'est le nombre de gens qui, comme mon beau-frère, ont payé plein pot leur moteur avant que cette extension n'existe, sans jamais savoir qu'ils avaient droit à réparation. Alors, si vous roulez en PureTech, notez bien cette date, 2024, et renseignez-vous sur cette extension, vous avez peut-être un recours que vous ignorez. Et maintenant, le secret, celui que Marcel m'a transmis et qui vient d'une époque où l'on gardait une voiture 300 000 km sans jamais ouvrir le moteur. Il m'a dit une phrase que son propre patron lui répétait dans les années 70, « L'huile, c'est le sang du moteur. Change-la 2 fois plus souvent qu'on te le dit, et tu enterreras la voiture, pas le moteur. » Voilà le cœur du problème que les constructeurs ne veulent surtout pas que vous compreniez. Aujourd'hui, on vous vend des intervalles de vidange de 30 000 km, parfois 40 000, sous prétexte que les huiles modernes sont miraculeuses. C'est faux pour ces moteurs-là. Sur un petit turbo qui chauffe énormément, sur une courroie humide qui se décompose dans l'huile, une huile vieillie et sale accélère tout. Elle transporte plus de particules, elle bouge plus vite la crépine, elle protège moins les segments et le turbo. La quasi-totalité des moteurs que Marcel a vu mourir avaient un point commun, une huile fatiguée, changée trop rarement. Et les rares exemplaires qui passaient les 200 000 km sans broncher étaient tous entretenus par des gens qui, par instinct ou par habitude d'une autre époque, faisaient leur vidange tous les 10 ou 15 000 km avec exactement l'huile préconisée, ni une autre, ni une moins chère. Alors voici précisément ce que vous pouvez faire dès ce week-end. Et ça ne demande ni compétences, ni matériel particulier. Premièrement, divisez par 2 l'intervalle de vidange indiqué dans votre carnet. Si on vous dit 30 000 km, faites-la à 15 000, ou une fois par an, ce qui arrive en premier. C'est le geste le plus rentable de toute la vie d'une voiture. Quelques dizaines d'euros d'huile contre plusieurs milliers d'euros de moteur. Deuxièmement, exigez la référence d'huile exacte prévue pour votre bloc, cette norme précise inscrite dans le carnet d'entretien, et refusez tout produit équivalent, moins cher, parce que sur ces moteurs, une huile de mauvaise spécification est un poison lent. Troisièmement, si vous avez un moteur à courroie humide, ne suivez pas aveuglément la préconisation d'origine. Renseignez-vous sur les intervalles révisés, car les constructeurs eux-mêmes ont raccourci ces intervalles au fil des années, en silence, révision après révision, une fois qu'ils ont compris l'ampleur du désastre. C'est ça, le savoir qu'on nous a pris. Nos pères ne connaissaient pas de secret magique. Ils savaient simplement que le sang d'un moteur, ça se change souvent, et que quand une machine réclame de l'attention, on l'écoute. On a remplacé cette sagesse par des carnets d'entretien pensés pour espacer les visites, réduire les coûts affichés et vendre l'illusion d'une voiture qui n'aurait plus jamais besoin de vous. Et pendant qu'on nous rassurait, les petits moteurs, eux, mouraient à petit feu. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas une leçon de mécanique. C'est la reprise d'un pouvoir qu'on vous avait retiré, celui de comprendre ce que vous conduisez, de repérer le danger avant qu'il ne vous ruine, et de faire durer une voiture, au lieu d'en changer, parce qu'on vous a laissé croire que c'était inévitable. Vous n'êtes pas condamné à subir. Vous êtes de nouveau aux commandes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces gens qui refusent qu'on décide à leur place ce qu'ils ont le droit de savoir, ceux qui sentent bien qu'un savoir utile a été mis de côté, non pas par hasard, mais parce que notre ignorance rapportait à quelqu'un. Alors dites-moi, dans les commentaires, une seule chose. Quel moteur se cache sous le capot de votre voiture? Allez chercher ce code sur votre carte grise, à la ligne P.3, et écrivez-le juste en dessous de cette vidéo. On va construire, ensemble, la vraie liste, celle des expériences réelles, la vôtre et celle des autres. Et si vous connaissez quelqu'un qui roule en Peugeot 208, en Clio ou en Golf, envoyez-lui cette vidéo aujourd'hui, parce qu'elle pourrait lui épargner 5 000 € et une panne au milieu de l'autoroute. Abonnez-vous pour rejoindre celles et ceux qui reprennent, un savoir à la fois, tout ce qu'on nous a doucement confisqué. Parce que la prochaine fois,
Je vous montrerai l'astuce oubliée des anciens pour savoir, rien qu'en écoutant tourner un moteur à froid dans le parking d'un vendeur, s'il vous cache une catastrophe ou s'il vous fera 200 000 km sans faillir. Ce bruit-là, presque plus personne ne sait l'entendre. Vous, bientôt, si. Before you go, if this video helped, there's a deeper version waiting for our members. You can ask me your own question and a real person answers, and you'll be among thousands of folks just like you. Point your phone's camera at the code on screen. It takes less than a minute, and you can cancel any time, no risk. Maintenant que vous connaissez les moteurs à risque, la vraie question, c'est l'huile qui les protège. J'ai enquêté sur 10 marques, et seulement 2 tiennent leurs promesses. On regarde ça ensemble, ça commence juste ici.